Bonjour. Alors, on m'a donné la lourde mission d'animer cette table ronde autour des panoramas des pseudomédecines. Et on m'a d'autant plus donné la lourde mission, si ça marche, la lourde mission de meubler en attendant que Valentin Ruggieri arrive, qui va du coup participer à cette table ronde. Donc nous allons meubler. Je m'appelle Fantine sur Internet, docteur Marine Mercadier depuis 2 jours. Et... Mais là, je ne serai ni médecin ni vulgarisatrice, parce que je vais me contenter de poser des questions et de tendre le micro à nos superbes intervenants qui vont se présenter ou que je présente Oh là, d'accord. Qui vont se présenter tout seuls comme des grands. Vas-y, je t'en prie. Non, merci, trop aimable. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle Gladys de Mazure. Je suis docteure en psychologie clinique et en psychopathologie. Je suis chercheuse associée au laboratoire de Grenoble, au LIP PC2S. Et je suis également psychologue clinicienne, puisque alors cette notion est quand même intéressante, puisque du coup, en psychologie, c'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on peut pratiquer la psychologie auprès de patients. Et du coup, moi, j'ai les 2 casquettes. Je suis à la fois sur le terrain auprès de patients et j'ai également mon doctorat, donc je fais également de la recherche et je fais de l'enseignement aussi. Voilà. Ok, donc moi, Nance Florin, je suis néphrologue, donc spécialiste des maladies rénales au CHU de Strasbourg. Je suis aussi enseignant à la faculté de médecine de Strasbourg, où j'enseigne la néphrologie, bien évidemment, mais aussi un module d'esprit critique à la faculté que je co-anime avec Fabrice Bernat, qui est psychiatre, et aussi membre de l'Observatoire sur l'enseignement des thérapies alternatives à la faculté de Strasbourg. Voilà, et j'ai une casquette de ghost. Parce que tu sais que tu avais une double casquette, moi aussi j'ai une casquette de ghost. Alors, non, ne l'applaudissez pas, ça va l'encourager. Je pense qu'on peut admirer quand même ce t-shirt qui du coup est en lien avec ta casquette. Voilà. On ne s'est pas concerté avant, bien sûr. Oui, voilà. Du coup, nous avons 2 fantômes. On va... et un 3e fantôme. Oui, voilà. Que du moins. On va respecter la réglementation à videur que j'ai absolument pas respectée ce matin sur ma conf et déclarer nos conflits d'intérêts, peut-être Alors, en lien avec cette présentation, En lien avec cette présentation, oui, voilà. En lien avec cette présentation, aucun. Alors, moi, idem, même si moi, je fais pas grand-chose. Mais quand même, parce que Nance a oublié de le dire, on fait tous les 2 parties de l'ASTEC, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, ce qui n'est pas du tout un conflit d'intérêt, mais il fallait bien le caser quelque part. Et donc, venez à notre stand, c'est bien. On fait des trucs vachement chouettes. Et il est long à venir quand même, Valentin. Valentin Ruggieri qui est en retard. Oui, qui est médecin nucléaire et qui s'introduira quand il arrivera, du coup. Alors, théoriquement, il m'avait fait la vanne de me dire il faudra que tu pousses la chansonnette en attendant que j'arrive. Mais comme on n'a qu'1 heure, on va peut-être commencer sans lui, tant pis. Avec déjà, et ça va peut-être le faire venir, on va parler donc d'un panorama des pseudomédecines. Et premièrement, on va peut-être se poser la question des définitions et des termes qu'on emploie dans le titre de cette conférence. Du coup, c'est quoi une pseudomédecine ? Moi, je pense qu'avant effectivement de définir ce qu'est une pseudomédecine, il faut déjà savoir ce que c'est que la médecine. Et donc la médecine, si on regarde les définitions, c'est la science qui s'occupe du soin, qui va s'occuper du soin dans toutes ses facettes, c'est-à-dire le pronostic, la thérapeutique, le diagnostic, le suivi des pathologies des patients. Et dans cette science-là, on va prendre dans plusieurs sciences plus ou moins dures, c'est-à-dire de la physique, de la biologie. La biologie n'est pas une science dure, mais il y a de la biophysique, il y a de la chimie, il y a de la biologie, il y a des sciences sociales, il y a de la psychologie, il y a énormément de choses qui sont recoupées et qui font qu'on fait de la médecine à la fin. Donc quand on parle de médecine, on parle de ça, c'est-à-dire de cette... les médecins aiment bien dire que c'est un art, la médecine. Je ne sais pas vraiment ce qui est artistique, mais en tout cas, c'est un métier prenant, ça c'est sûr. Mais quand on fait de la médecine, on emprunte un peu tout ça.
Et on aime bien dire aussi qu'on emprunte un peu dans toutes ces sciences. Et quand on dit science, on pense, on a un esprit scientifique et donc on répond à des standards de la méthode scientifique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On pourra peut-être en discuter. Et donc quand on va parler de la définition de la pseudomédecine, c'est-à-dire qu'on va parler de quelque chose, en tout cas d'une entité, d'un travail, d'une pratique qui va prendre des atours de ce que nous on fait en médecine, mais qui n'en est pas. Et finalement, très probablement là, la définition de la pseudomédecine, elle est difficile à cerner pour moi, puisque... je crois qu'on a notre intervenant qui arrive. Valentin. Je me suis sentie seule, merci. Donc voilà, si on veut définir la pseudomédecine, il faut donc essayer de trouver quelque chose qui soit en opposition avec la médecine, donc ce que je vous ai dit. Et vous verrez que finalement, si on cite des pratiques, elles vont quand même parfois un peu aller piocher, peut-être de façon parcellaire, dans tout ce que je vous ai dit là. Et c'est à la fois pour ça que la définition, elle est difficile à trouver, et c'est à la fois aussi pour ça que parfois c'est difficile de savoir quelle est la limite que l'on va fixer entre ce qui est autorisé, ce qui est dangereux. Voilà. Et donc pour moi, la limite n'est pas très claire. Donc du coup, je vais te laisser te présenter maintenant que tu es avec nous. Donc Valentin Ruggieri, moi je suis médecin nucléaire. Donc c'est une spécialité qui rassemble toutes les utilisations de produits radioactifs, que ce soit pour faire du diagnostic, des images ou pour faire des traitements. Et je m'intéresse depuis un long moment, alors, plus particulièrement à la médecine traditionnelle chinoise et à l'acupuncture, mais de manière assez large à tout ce qui est pseudomédecine. Là, vous étiez en train de parler des définitions de la pseudomédecine, si j'ai bien compris. Je suis arrivé un peu en retard, on avait des questions à la table ronde d'avant. Tu disais que c'était un peu difficile de le définir. Moi, quand j'en parle, je ne le définis pas. Parce que pour moi, ce n'est pas très intéressant de donner une définition de ce qu'est une pseudomédecine, puisque ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est plutôt de savoir ce qui est de la médecine et ce qui n'en est pas. Et j'ai une définition qui est peut-être un peu simple, mais c'est de dire si ça fonctionne, c'est de la médecine, si ça ne fonctionne pas, ça n'en est pas. Non, mais... et ça, c'est valable aussi, y compris pour des traitements conventionnels pour lesquels on n'a pas de preuve d'efficacité réelle. Il y a eu le débat sur le space-fond, par exemple. Effectivement, le space-fond, on sait depuis longtemps que ça repose sur des bases qui ne sont pas très solides. Pour moi, c'est du même niveau qu'une pseudomédecine. Mais c'est quand même considéré comme de la médecine conventionnelle. Mais cette distinction entre ce qui est conventionnel et ce qui ne l'est pas, elle me paraît moins importante que savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Sachant que, je rebondis un tout petit peu sur t'as employé un terme qui est à la fois intéressant, c'est celui de médecine conventionnelle, puisque il faut savoir que la médecine conventionnelle se définit dans une entité géographique, on va dire, ou une entité culturelle, et que la médecine conventionnelle que l'on pratique en France et on va dire dans l'Occident ne sera pas nécessairement la même que la médecine conventionnelle que l'on va pratiquer en Asie ou en Chine. Et donc, de la même façon, c'est difficile de prendre une définition en disant qu'est-ce qui est de la médecine conventionnelle et qui ne l'est pas, puisque finalement, on va être dans une entité à la fois géographique, culturelle, mais aussi temporelle. La médecine conventionnelle d'il y a 20 ans, 30 ans, même 100 ans, et si on remonte encore avant le fait que la médecine a été mise dans un ordre avec un diplôme et tout ça, on n'est plus du tout sur des définitions. Donc c'est vrai que les définitions sont difficiles, mais c'est vrai que ce qui marche pas n'est pas de la médecine, ça c'est pragmatique. Et j'ajouterais, du coup, tu dis ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, dans mon champ en psychologie, il faut qu'on ait des données, du coup, pour ça. Et il faut effectivement qu'il y ait des études qui soient effectuées pour pouvoir mesurer ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et là, dans ma discipline, alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais une de mes spécialités, c'est la question de la sophrologie, du coup. Et il faut pouvoir parfois mesurer les prétentions qui sont amenées par ces pseudomédecines. Et parfois, c'est un petit peu compliqué de mesurer, parce que mesurer l'effet du space-fond, ça paraît relativement... en tout cas, il y a des fois des choses qui paraissent faciles à mesurer en médecine. Et des fois, en psychologie, les prétentions, elles sont vraiment pas si faciles que ça à mesurer. Et du coup, pour moi, c'est ça aussi, effectivement, la pseudomédecine, quand on fait des prétentions qui ne sont pas mesurables.
Alors du coup, vous avez complètement niqué mon plan, mais je ne vous remercie pas. Mais parce que la question qui venait après, c'était quelle est la place de l'EBM, de l'evidence-based medicine dans la définition des pseudomédecines, des médecines alternatives et complémentaires, etc. Donc vous avez déjà répondu à cette question de manière très succincte et très brève en quelques phrases. Les thérapies, enfin les pseudomédecines par rapport aux médecines, c'est une différence stricte ou c'est un nuancier plus complexe? C'est un nuancier. Oui, c'est un nuancier. Oui, c'est un nuancier, mais c'est un nuancier qui s'applique, je pense pas par pseudomédecine, mais par la façon dont on va pratiquer ce qu'on fait. Hein. Je prends un exemple souvent, puisque c'est un exemple tu parlais d'EBM. Donc EBM, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'evidence-based medicine, c'est la médecine basée sur les preuves, et souvent sur les preuves scientifiques de haut niveau qui sont dans la recherche sur le médicament ou sur l'intervention thérapeutique, l'essai contrôlé, randomisé, en double aveugle, contre placebo ou contre le traitement conventionnel. Alors peut-être moins en thérapeutique du coup au niveau clinique parce que c'est très compliqué de faire de l'essai randomisé contrôlé en double aveugle. Donc il y a des champs de la médecine. C'est surtout adapté pour les médicaments. Exactement. Voilà. Pour la recherche on a médicale. d'autres méthodologies au niveau thérapeutique. Ouais. Mais donc quand on pense EBM, en fait on a l'impression qu'on va pouvoir résumer ce qui fonctionne grâce à ça et ce qui ne fonctionne pas va être disqualifié par l'EBM. Il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer par l'EBM, c'est pas possible. Donc là, il y a probablement des champs de médecine dans lesquels je ne suis pas compétent, mais en tout cas, dans mon champ de compétences, notamment ce qui va être la dialyse ou l'épuration extra-rénale, on a très peu d'EBM et on fait beaucoup de choses quand même aux patients et on a l'impression d'avoir amélioré leur survie depuis tant d'années, même sans avoir fait beaucoup d'EBM. Cela dit, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est bien, mais on ne peut pas résumer tout ça. Et l'exemple que je voulais prendre, c'est un exemple récent qui est sorti dans un prestigieux journal qui s'appelle le JAMA, donc qui est un des plus gros journaux médicaux qui est suivi. La plupart des études qui sortent dans le JAMA sont quand même des études qui sont de bonne qualité méthodologique, qui sont quand même des gros essais randomisés ou des belles études épidémiologiques. Enfin, c'est un journal de confiance qui a sorti en 2023 une étude sur un composé de médecine chinoise dans le post-infarctus du myocarde. Et c'est une étude qui est positive. Hein, c'est un composé de médecine chinoise qui a été donné versus placebo à des patients et qui améliore leur survie à 1 an après l'infarctus du myocarde. Et donc finalement, on est dans une médecine conventionnelle là-bas, hein, ça fait partie de la pharmacopée conventionnelle. Si vous regardez les ingrédients qui sont contenus dans ce Tonxilio, vous allez rigoler. Hein. Vraiment, c'est le pudding à l'arsenic de Astérix Obélix. Hein. C'est vrai que j'arrête pas de parler de ce film. Et donc vous avez des décoctions de trucs de serpents, des plantes. Non mais c'est bon voilà. Et en fait, c'est toujours des mélanges. C'est toujours des mélanges complexes en médecine traditionnelle chinoise. Il y a énormément de choses dans ce Tonxilio. Ça peut être aussi bien végétal que minéral ou qu'animal. Et là il y a tout. Hein. Il y a vraiment tous les règnes sont représentés, pas de jaloux. Et en fait ça marche contre placebo dans une étude extrêmement sérieuse. Est-ce que ça valide la médecine chinoise? Bien sûr que non, dans toute son entité. Mais ça peut vous montrer qu'on ne peut pas définir une médecine dite pseudomédecine, médecine conventionnelle, médecine alternative, par le simple fait qu'elle ne répondent pas à l'EBM, puisque je vous montre un exemple où on disqualifie cet argument. Et donc, il y a la médecine chinoise fonctionne dans un essai EBM, ce qui ne veut pas dire que toute la médecine chinoise va fonctionner dans l'EBM et qu'elle fonctionne. Et en fait, si vous regardez un petit peu cette étude, c'est pas si simple que ça, c'est une histoire un peu que je raconte, mais dans le Tonxilio, il y a certains composés pour lesquels, dans des études précliniques, ils ont montré un effet sur le myocarde, machin. Donc il y avait quand même un rationnel scientifique derrière. Il se trouvait que dans ce composé, il y en avait, et donc ils ont testé ça. Donc c'est quand même des histoires, effectivement, la limite, elle est mouvante, quoi, clairement, et je suis assez d'accord. Alors, je vais me permettre de ne pas être d'accord avec ta définition de l'EBM. L'evidence-based medicine, donc c'est la médecine basée sur les preuves, mais notamment en médecine générale, c'est un mélange entre les preuves, les représentations du patient et l'expérience clinique du praticien. Et du coup, ça va peut-être, Gladys va peut-être pouvoir rebondir là-dessus, parce que les représentations du patient, la manière dont il visualise les choses, a au moins, a un rôle significatif dans l'efficacité ou pas d'une thérapeutique, notamment non médicamenteuse du coup. Oui, alors nous au niveau des protocoles en clinique, au niveau de la psycho, on est obligé d'adapter les protocoles et tout ce qui est essai randomisé contrôlé, c'est
C'est très 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 complexe à mettre en place. Donc on a mis en place notamment une méthodologie qui est en train de se développer de plus en plus. C'est des essais en fait sur des petits échantillons justement de personnes pour tester des protocoles thérapeutiques et qui sont en fait l'idée c'est de répliquer justement ces études, tout le principe de la réplication pour pouvoir ensuite valider les essais. Qui derrière se disent, parce que là tu dis il y a une étude du coup qui montre que ce protocole-là est effectivement supérieur et où on ne peut pas conclure en fait que c'est effectivement ça valide ça parce qu'il faudrait répliquer les résultats. Et là c'est justement l'idée, c'est de se dire que nous au niveau de la thérapeutique en clinique en psychologie, les essais randomisés contrôlés, en fait, il y a une vraie question éthique de mettre des essais randomisés contrôlés en place, en plus de tous les moyens humains qui sont nécessaires et financiers, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent en clinique. Et du coup, on met en place des petits protocoles thérapeutiques et effectivement, on va mettre aussi en place parfois du qualitatif pour pouvoir prendre en considération la parole des patients et comment est-ce qu'ils le vivent, etc. Et c'est pas tout à fait les mêmes protocoles. Est-ce que tu peux expliquer juste en 2 mots la différence quali-quanti ? Oui, tout à fait. En quantitatif, on va effectivement prendre en compte des mesures. Alors des mesures qui sont soit des mesures avec des questionnaires qui sont standardisés, validés du coup par des études scientifiques. On peut également prendre des plus petites mesures sur des temps courts. Et au niveau du qualitatif, ça va être par des entretiens qui sont souvent des entretiens semi-structurés. Donc on a une grille d'entretien et où on va on va venir questionner le patient. Ça peut être sur sa représentation de l'intervention thérapeutique, par exemple. Et ensuite, on va venir analyser en fait l'entretien et ce qu'a pu exprimer les différents participants. Et à partir de ça, du coup, on va en avoir une espèce de grande conclusion. Ce qui ne permet pas de faire... la question du qualitatif, c'est que ça ne permet pas de généraliser, parce qu'on a un tout petit échantillon et ce n'est pas du tout représentatif en général de la population. Mais c'est un premier pas. En général, on considère que c'est un premier pas. Valentin, peut-être sur cette question de nuancier, toi qui n'avais pas tout à fait la même vision que tes collègues sur le côté est-ce que c'est un nuancier, est-ce que c'est une définition stricte, qu'est-ce qu'on appelle vraiment une pseudomédecine ? En fait, la question, elle est celle de savoir qu'est-ce qu'on a comme données pour appuyer nos pratiques. Parce que, en fait, on ne recherche pas une espèce d'idéal de réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir traiter les patients au mieux. Donc, en fait, quand on a un patient en face de nous, il faut qu'on fasse des choix. Et ce choix, on doit le faire au moment où le patient est en face de nous. On ne peut pas se dire je vais attendre d'avoir atteint la quintessence de la réalité des physiques de la nature pour traiter. Donc, en fait, on se base sur les données les plus solides qu'on a à un instant T. Et en fait, c'est surtout ça qui est important, c'est de savoir, dans ma pratique, là maintenant, au vu des connaissances qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est pas si simple, puisque il y a des choses qui ne vont pas être suffisamment étudiées, y compris des traitements qu'on utilise souvent. Il y a des traitements, des médicaments ultra classiques qui ont été mis sur le marché à des époques où on n'exigeait pas les mêmes garanties qu'aujourd'hui. Je crois qu'il y a une présentation aujourd'hui ou demain sur le paracétamol, par exemple. C'est toi. Le paracétamol, c'est un très bon exemple de médicament qui est sorti il y a très longtemps. Je ne veux pas spoiler ce que tu as raconté. Et donc, il y a y compris pour des médicaments courants, parfois, en fait, si on se penche dessus, on voit que les preuves d'efficacité dans tel ou tel contexte, elles ne sont pas forcément très fortes. Et ça va être la même chose avec des traitements non conventionnels. C'est-à-dire que soit on n'a pas de données du tout, ça c'est des choses assez classiques, soit on va en avoir mais de mauvaise qualité. En fait, la masse de données qu'on a sur chacun de ces traitements et chacune des indications dans lesquelles on peut les utiliser est très hétérogène et c'est très difficile de savoir ce que ça vaut. C'est-à-dire que si on veut savoir si tel ou tel traitement fonctionne et qu'on regarde la littérature scientifique, ça peut être très difficile de conclure en fait, que ce soit pseudomédecine ou pas en fait. Alors, on a parlé beaucoup là de données, de recherche. En fait, le travail universitaire, c'est du travail de recherche, c'est aussi du travail d'enseignement. Donc, pour vous, quelle est la place de ces pseudomédecines, de ces thérapies prouvées, pas trop prouvées, on ne sait pas trop, dans l'enseignement et à l'université, dans les formations initiales ou continues ? Moi, c'est une question que j'aime bien. En fait,
il y a plein de diplômes qui existent actuellement pour tout un tas de pratiques un peu discutables, y compris dans des universités françaises. Je pense qu'il faut que les médecins sachent ce que c'est, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on va se retrouver face à des patients qui en auront entendu parler par des amis ou sur Internet. Et donc, dans tous les cas, il faut au moins qu'on sache ce que c'est et ce qu'on peut en attendre. Donc là, je fais de la médecine nucléaire, donc je vois moins les patients. Mais par exemple, quand je travaillais en cancérologie, les patients avaient des questions ou prenaient déjà des traitements. Et donc, ils avaient des questions là-dessus. Et si un médecin n'a pas vu ça pendant son cursus, il est un peu démuni et il ne sait pas forcément quoi dire aux patients. Par exemple, quand j'étais en cancérologie, il y en avait beaucoup qui me posaient la question de l'alimentation. Est-ce qu'on peut suivre un régime macrobiotique? Est-ce qu'on peut faire du jeûne intermittent, etc. Toutes ces choses-là sont des pratiques qui existent pour de vrai. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui en font. Donc si nous, en tant que médecins, on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas ce que ça vaut, c'est très compliqué. Moi, je savais quoi leur répondre, puisque c'est des choses que je connaissais déjà, mais ce n'est pas des choses que j'ai appris pendant mon cursus. C'est-à-dire que moi, dans mon cursus, à aucun moment, on m'a appris ce que c'était qu'un régime macrobiotique. Mais le fait est qu'on en a quand même besoin. Il y a dans la plupart des services de cancérologie des listes de plantes qui sont utilisées en tisane, comme pour de la naturopathie, pour de la phytothérapie, et qui ont un effet sur les médicaments. Donc c'est ce qu'on appelle des inhibiteurs ou des inducteurs des enzymes hépatiques. Il faut savoir répondre aux patients qui prennent ces produits, et puis il faut savoir leur poser la question. C'est-à-dire que si on a un traitement de chimiothérapie et qu'on sait qu'une tisane de millepertuis ou un jus de pamplemousse va modifier la façon dont le foie va transformer cette molécule, et donc qu'on risque, que le patient risque d'avoir une perte d'efficacité ou au contraire trop de toxicité, c'est un vrai sujet. Et donc il faut savoir répondre aux questions des patients sur ces traitements alternatifs, et il faut savoir nous-mêmes aller chercher les informations. Du côté des psychos, nous, les formations, on n'est pas du tout formés aux questions des thérapies alternatives. Donc, dans notre cursus, on ne voit rien sur les thérapies alternatives. Voilà, c'est simple. Donc, et on n'a pas non plus d'outils d'esprit critique en fait pour pouvoir les analyser et les comprendre. Donc ceux qui et souvent la recherche est assez, quand on a un parcours pro, parce que du coup moi j'ai fait un master vraiment professionnel et je me suis dirigée vers la recherche après. Et en fait dans notre master pro, souvent c'est même assez, la recherche ça nous gonfle quoi. On va pas se mentir. Les étudiants ils sont là genre nous on veut devenir professionnels donc la recherche vous nous saoulez en fait. Et du coup les étudiants comprennent pas toujours pourquoi la recherche c'est important et vont pas aller se servir de cette recherche-là pour se dire bah oui en fait ça va nourrir ma pratique et du coup derrière c'est ce qui va me permettre peut-être d'aller rechercher du coup des résultats de en fait cette thérapie elle est efficace et cette thérapie elle est pas efficace et pourquoi en fait pourquoi elle est efficace ou pas et du coup derrière il y a une vraie porosité. Moi j'ai vu des collègues du coup sortis de ma promo qui derrière se sont formés des formations en sophro justement ou à divers types de thérapies alternatives et qui ne voient pas le problème en fait et qui ne sont pas capables de comprendre les mécanismes qui sont derrière. Donc il y a un vrai besoin de formation à la fois justement à des outils d'esprit critique et en fait malheureusement, pourtant j'ai eu une formation plutôt scientifique dans mon master et dans tout mon parcours, mais il y a un truc qui fait que ça passe pas quoi. Enfin, ça passe pas. Et que du coup derrière, on a des professionnels qui sont des psychologues et qui sont également formés à des thérapies alternatives. Alors en soi, je dis ça et ça m'inquiète moins parce que derrière, on a quand même des professionnels qui ont une base en psychologie clinique, en psychopathologie et qui, même s'ils ont des outils thérapeutiques qui sont issus de thérapies alternatives, en fait, comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans les thérapies alternatives, on a quand même souvent une base qui vient de quelque chose qui fonctionne. Si je prends la sophrologie par exemple, en fait la sophrologie elle est quand même issue des techniques de relaxation et en fait la relaxation, on a des données aujourd'hui pour dire que ça a une véritable efficacité pour différents types de pathologies, notamment l'anxiété et la dépression. Donc si vous faites des techniques de relaxation, en fait vous allez effectivement aller dans un état de détente, de mieux-être, etc. Vous allez diminuer votre niveau d'anxiété et de dépression. Donc ça c'est ok. Donc vous avez souvent des gens qui vous disent bah oui mais la sophrologie ça marche. C'est pas la sophrologie qui fonctionne, c'est les techniques de relaxation qui sont derrière. Donc et ça c'est important de réussir à le comprendre.
Mais il faut comprendre la mécanique, quoi. Et souvent, dans les thérapies alternatives, en tout cas c'est ce que je constate, c'est que la base, il y a un point de départ, qui est un point de départ qui du coup est souvent validé scientifiquement, qui est OK, mais qu'après, derrière, ça brode autour de thérapies qui partent dans des thérapies complètement, enfin dans des théories qui sont farfelues. Voilà. Et dans des effets puits avec des théories complètement très profondes, mais très creuses. Moi sur la question de faut-il enseigner alors j'aime pas appeler ça des thérapies alternatives puisque ça veut dire qu'on ne prend pas la thérapie je pense qu'il faut surtout voir ça comme la plupart des gens qui utilisent ces thérapies-là les utilisent en complément. Quelques personnes les utilisent à la place des thérapies conventionnelles et c'est là peut-être qu'il faut aller, c'est là qu'on peut se positionner en disant que c'est probablement là où le danger est le plus important et c'est là où le danger est quasiment le manifeste. Et donc c'est plutôt des pratiques complémentaires. Et bien sûr qu'il faut enseigner ces pratiques à l'université pour une raison simple. Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas faire des diplômes universitaires qui valident un praticien dans la thérapie. C'est pas du tout ça. C'est donner à nos collègues, à nos jeunes collègues, les clés pour pouvoir savoir quand il y a un problème et à quel moment il va falloir qu'ils informent leurs patients. Nous, on doit à nos patients, on le répète souvent, une information claire, loyale, appropriée. Dans clair et loyal, il y a le terme loyal, c'est-à-dire qu'on doit être vraiment loyal dans la façon dont on va restituer. Si le patient nous dit « j'aimerais bien faire de l'acupuncture pour tel truc », donc moi je ne suis pas spécialiste de l'acupuncture, mais ce que je veux dire c'est on doit pas lui dire « non mais attendez, c'est bullshit, ça, c'est pas la peine », voilà. Parce que alors soit peut-être c'est vrai pour ce qu'il demande, hein, je soignais mon cancer avec de l'acupuncture, là on peut lui dire attention c'est dangereux, parce que clairement il n'y a personne dans cette salle qui, enfin j'espère en tout cas, ne faites pas ça. Hein. Voilà, mais on doit pouvoir lui dire, vous savez, alors l'acupuncture, connaître ce que c'est. L'acupuncture, tout le monde voit ce que c'est. La médecine chinoise, on voit à peu près ce que c'est, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et surtout, c'est surtout une pharmacopée très dense, donc on ne peut pas tout connaître. L'homéopathie, on est spécialiste dans la salle, je ne dirai rien. Mais si après, on va vous parler de médecine quantique, de Reiki, d'approche kinesthésique, de je ne sais pas quoi, enfin, vous pouvez... on pourrait faire un truc en ligne où on invente des nouvelles thérapies alternatives. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais vous ne savez pas ce que c'est, quelle est l'information loyale que vous pouvez donner à votre patient en lui disant, en fait, déjà, je pense que la première chose à dire, c'est écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Donc avant de vous donner des conseils sur savoir si oui ou non vous pouvez continuer, laissez-moi me renseigner ou apportez-moi les éléments. À titre personnel, c'est quelque chose que je fais parce qu'en consultation, j'ai de temps en temps des patients qui viennent avec des propositions de thérapie complémentaires. Et la première chose, c'est qu'on regarde ensemble, on regarde les composés, on discute, j'essaie de comprendre ce que la personne qui l'a consulté lui apporte. J'ai déjà eu le cas d'un patient qui voulait faire de la médecine quantique à la place de sa dialyse. J'ai eu le cas de quelqu'un qui voulait prendre des composés divers et variés de plantes en complément de son traitement pour l'insuffisance rénale chronique. Et puis en fait, on a réussi à déconstruire un peu ça. D'une façon assez simple, c'est que finalement on est allé ensemble, moi j'ai appris avec lui ce qu'étaient ces trucs-là, parce que je ne savais pas, et on a réfléchi ensemble à est-ce que c'était compatible ou pas avec son état, dans quelle mesure tel composé ou pas était compatible, et il se trouvait que dans la pharmacopée des plantes, il y avait des trucs qui me posaient problème vis-à-vis de son état. J'ai dit ça je pense que c'est pas bien, je lui ai expliqué pourquoi, et la consultation suivante, il a de lui-même dit bon écoutez, je lui fais pas confiance puisqu'il n'avait pas vu ces trucs-là, donc je vais pas aller le voir. Donc je pense qu'on a besoin que alors je dis nos jeunes collègues parce que moi je enseigne à la faculté et notamment dans ce biais-là sur donner aux gens les clés pour comprendre ces trucs-là, mais pas que nos jeunes collègues, tous nos collègues en fait. Et c'est pas inintéressant de prendre un peu de son temps pour aller sonder justement ces pratiques qu'on connaît mal. Je vais dire peut-être des gros mots, mais voilà, par exemple, on va pouvoir disqualifier de façon a priori des pratiques comme la médecine anthroposophique, mais de façon à titre personnel, je ne sais pas ce qui est contenu dans cette médecine, et bien que comme ça ne soit pas quelque chose que j'ai envie de promouvoir, je ferai quand même l'effort d'aller voir ce qu'il y a derrière, parce que c'est l'information loyale que l'on doit à notre patient. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait on sait aussi aujourd'hui, et il y a un poster très intéressant qui est justement exposé là-bas, que
les personnes qui du coup adhèrent en fait qui vont mettre en place, qui vont utiliser des thérapies alternatives et complémentaires vont avoir plus de risques de céder à des dérives sectaires. Et que le fait de pouvoir parler avec son professionnel de santé et de rester en lien avec son professionnel de santé est un facteur de protection vers des dérives sectaires. Donc effectivement, avoir des professionnels de santé et des professionnels de santé mentale qui sont en capacité de pouvoir dire ok, venez, on en discute et qui se braquent pas ou qui vont pas justement par leur manière de discuter avec les patients venir braquer le patient en disant oh là là, là ce que vous pensez, pardon, mais c'est de la merde. En fait, c'est ce qui va faire que potentiellement on va protéger le patient et qui va pas aller vers une dérive sectaire derrière. Donc effectivement, c'est hyper important. Je voudrais juste redire une chose par rapport à ces médecines, à thérapie, pratiques de soins non conventionnels, vous les appelez comme vous voulez. Que vont chercher les patients dans ces pratiques-là essentiellement. C'est la question suivante. Ok, donc que vont chercher les patients? Non mais... Juste, il me foire tout mon plan. On était, pour conclure peut-être sur les risques, tu as parlé des risques de toxicité directe, globalement de certains produits. On a parlé des risques de dérive sectaire. Valentin, peut-être il y a d'autres, ou Gladys. Moi, il y en a d'autres. En tout cas, sur la sophro, mais pas que. Au niveau des thérapies, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout ce qui est... Parce que dans la sophrologie, il y a les personnes, du coup, prétendent effectivement mettre les personnes dans des états modifiés de conscience. Et du coup, on répertorie des états où les personnes vont, ce qu'on appelle décompenser. Parce que les patients qui viennent voir des sophrologues sont parfois des personnes qui sont soit qui ne sont pas forcément diagnostiquées, qui sont parfois en retard de diagnostic, qui ne connaissent pas forcément très bien leur état de santé mentale. Et quand vous avez des sophrologues qui n'ont pas de notion de ce que c'est que la psychologie, parce qu'en fait, les formations en sophrologie n'abordent pas du tout la psychologie. Il n'y a pas de. Je suis allée voir tout le programme de sophro et de leur formation. Il n'y a aucun module de psychologie clinique et aucun module de psychopathologie. Donc ces personnes-là ne sont pas en capacité de pouvoir détecter si la personne que l'on va mettre dans un état modifié de conscience est une personne qui est à risque ou pas. C'est-à-dire que moi, je le fais quand je fais de la relaxation avec un patient, je suis en capacité de me dire non, celui-là, je ne vais pas le faire parce que là, c'est pas le jour, là, il n'est pas en état. Et du coup, il y a des vrais risques en termes de crise d'angoisse, en termes de décompensation psychique. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et c'est pas pris en considération en fait par l'Académie de sophrologie. Eux, ils considèrent que la pratique de la sophrologie, par exemple, est complètement sans risque. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, et en plus, ça fait un retard potentiellement de traitement vers... mais ça, c'est pour toutes les thérapies alternatives complémentaires, effectivement, comme on veut les appeler, quoi. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas de risque en soi dans ces traitements-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le risque de refuser des traitements efficaces en pensant que ces traitements-là le sont. Ça, on peut le voir en cancérologie. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir traiter leur cancer avec des méthodes naturelles et qui vont refuser la chimiothérapie, par exemple. Donc ça, c'est un risque. Il y a celui du risque des dérives sectaires. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des procédés ou des substances qui sont très dangereuses en soi. Bon, il y a des exceptions, hein. Vous avez peut-être déjà vu le gars qui est devenu bleu à force de prendre de l'argent colloïdal, ou parfois sur Internet, il y a des trucs qui sont vraiment terribles, comme la pâte escarotique. Alors ça, personne ne connaît généralement. La pâte escarotique, c'est en baume, en application, ça fait partir le cancer et compagnie, ça fait surtout tomber la peau. Donc il y a des gens qui ont perdu un nez. Donc ça existe des choses qui sont dangereuses. Et d'ailleurs souvent c'est accompagné d'un message à base de si ça fait mal et que ça se passe pas bien, c'est parce que le mal est en train de sortir. Donc ça existe aussi. C'est rare, mais ça existe, et je pense qu'il faut quand même en parler un petit peu. Il n'y a pas que la pâte escarotique, mais il y en a d'autres comme ça qui sont des substances qui en soi sont dangereuses et que les patients vont prendre. Ils vont commencer à aller mal, et puis on va leur dire non mais t'inquiète, c'est parce que le mal est en train de sortir. C'est comme les gens qui font du pranisme, ils commencent à se sentir pas bien parce que ça fait une semaine qu'ils n'ont pas mangé, pas bu, et on leur dit non mais t'inquiète, c'est le temps d'adaptation. Donc ça existe, il y a parfois des choses qui sont dangereuses en soi. Ah oui, le pranisme, on appelle ça aussi le respirianisme, c'est le fait de penser qu'on peut se nourrir de lumière et donc se passer de toute forme de nourriture, y compris parfois de l'eau.
Et tous les grands gourous du pranisme ont été tous vus en caméra cachée en train de bouffer dans les Ouais, restaurants. tout à fait. Tout à fait. Non, c'est un mais grand classique. Pas forcément en caméra cachée. Il y en a un, il s'est ouais. fait gauler par un journaliste dans un restaurant. Ouais. Alors après, si vous pouvez finir sur ces risques, en fait, moi j'aime bien faire le parallèle quand même avec la médecine conventionnelle, puisque quand on censure les médecines complémentaires sur des critères scientifiques ou de risque, on a souvent quand même du mal à avoir des chiffres. Autant dans la médecine conventionnelle, on le sait, on va prendre des médicaments. Voilà, les psychiatres utilisent un neuroleptique qui s'appelle la clozapine, qui est affreux pour la moelle, qui donne des neutropénies sévères, qui probablement aujourd'hui ne passerait pas la phase 1 de développement. Bon, il est là, hein, il marche. Donc ces médicaments-là ont des risques qui sont bien réels, qui sont bien quantifiés. Il y a un cas pourtant de neutropénie sévère sur clozapine. Le paracétamol a de la toxicité. Si ça vous intéresse, vous venez demain, je vous en parlerai. Donc Nance a dit adieu à son chèque de Big Pharma. Ouais. Mais en tout cas, quand on va parler des thérapies alternatives et conventionnelles, on va parler de dérives sectaires, on va parler de la toxicité. Ça, c'est probablement ce qui est le plus quantifiable. Il y a une tisane qui s'appelle la tisane des herbes chinoises qui contiennent de l'acide aristocolique, mais qui ne sont plus commercialisées. C'était une erreur, celle-là. L'acide aristocolique dans les herbes chinoises, c'était une mauvaise identification de plante, donc c'était pas le traitement qui était le bon, c'était la mauvaise plante. Donc il y a eu des cas dans les années 90 de cancer de cancer de la vessie, notamment chez les femmes jeunes, et d'insuffisance rénale. Et alors la particularité, c'est qu'en fait ils avaient mal identifié, donc ils avaient vendu la mauvaise plante. Donc c'est pas le remède en soi qui est mauvais, c'est qu'ils s'étaient plantés. En tout cas, des fois on peut tomber sur des trucs qui sont pas terribles. Un problème quand même. Et donc ça, la toxicité, on la connaît. Vous prenez de l'acide aristocolique, je vous donne ma carte directement, parce que vous allez finir en insuffisance rénale terminale, il n'y a aucun doute. Et du coup, c'est pas terrible. La deuxième chose, c'est quand on va parler de dérives sectaires ou alors de risques un peu comme ça connexes, c'est quand même difficile. Enfin, moi, peut-être que je parle dans quelque chose de polémique. Je trouve ça difficile de l'estimer. Et comme c'est difficile à estimer, on a tendance je pense, à le surestimer et à probablement disqualifier ces pratiques, comme tu l'as dit, qui en soi, pour 99,9% du temps, sont faites à des visées de relaxation. On va voir l'ostéopathe parce qu'on a mal au dos pour faire de la manipulation. On n'y va pas pour se faire remettre le coccyx ou le foie ou je ne sais pas quoi. C'est le gros de l'utilisation de ces thérapies, il est là. Et ce gros de l'utilisation des thérapies, probablement, ne pose fondamentalement aucun problème. Mais bien sûr que les quelques cas, même si c'est une centaine par rapport au nombre de gens qui utilisent tout ça, ça reste faible. Justifie-t-il le déploiement d'énergie pour lutter contre ces thérapies? C'est probablement très polémique ce que je dis, mais en médecine, on a une façon probablement pragmatique de raisonner, pas en pseudo-médecine du coup, mais en médecine. On a toujours ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et il faut vraiment se dire que le traitement ou la prise en charge qu'on va proposer à notre patient a plus de bénéfices que de risques. Mais si elle a des risques qui sont très importants, c'est parce que les bénéfices potentiels vont être aussi très importants. Et donc on a des thérapies, comme certaines chimiothérapies, qui sont extrêmement toxiques, faut le dire, mais qui ont des bénéfices qui excèdent très largement en termes de survie, les risques de cette thérapie. Faire de la dialyse chez un patient, il y a plein de problématiques qui sont liées à la dialyse, mais sans la dialyse, il meurt. Donc les balances bénéfices-risques, quand on les expose comme ça, elles sont évidentes. Et on les discute avec les patients. Il faut discuter avec les patients de ces balances. On ne donne pas un traitement sans lui expliquer pourquoi on lui donne et quels sont les risques quand il prendra ce traitement. Et donc probablement que si on appliquait cette balance bénéfice-risque à la sophrologie, par exemple, on n'aurait aucun problème à dire faites de la sophrologie, quoi. Il y a très peu de risques. C'est effectivement possible. Alors, il y a un risque auquel j'ai pensé aussi, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en psycho, on a aussi une invisibilisation en fait, des autres thérapies qui, pour le coup, montrent une efficacité. Parce que du coup, il y a des thérapies, par exemple, qui ont 30 ans, qui montrent une efficacité depuis plus de 30 ans, mais qui sont des thérapies qu'on connaît très peu. Je vous en cite une, je pense que vous ne la connaissez pas, la thérapie comportementale dialectique, voilà. Qui est un courant de TCC. Ouais, tout le monde en a déjà fait.
On fait ça toutes les semaines. Et qui est un courant qui montre une efficacité transdiagnostique pour si vous avez des troubles du comportement alimentaire, si vous avez un trouble borderline, une anxiété, une dépression, etc. Et en fait, cette thérapie est très très peu connue en France, aussi parce que en fait, vous avez plein d'autres courants qui du coup sont effectivement des courants complémentaires qui prennent en fait beaucoup de place, qui sont beaucoup médiatisés. Et du coup, j'ai envie de parler des 2 fameuses études dont je te parlais, Fantine, mais qui du coup, aujourd'hui, on a 2 protocoles du coup qui sont en cours, qui sont financés notamment par le ministère de la Santé pour tester la sophrologie et par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Et ça, moi, ça me pose énormément de questions quand aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune étude qui montre l'efficacité de la sophrologie. Et alors que, par exemple, la thérapie comportementale dialectique, pour le coup, elle a une efficacité, on le sait, pour toutes les pathologies que je vous ai citées. Et pour le coup, on met des finances publiques dans ce type de thérapie-là. Et ça me pose des vraies questions, parce que je me dis que cet argent-là, on pourrait le mettre dans autre chose. Et ça invisibilise vraiment, en fait, ces thérapies pour lesquelles on pourrait former des psychologues et on pourrait en parler beaucoup plus. Et ce serait chouette, quoi. Juste pour rebondir, on connaît la balance bénéfice-risque parfois de ces traitements, mais pas en comparaison des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, n'importe quelle technique de relaxation et n'importe quelle séance d'écoute active avec un praticien un peu longue va avoir des effets sur la douleur, sur l'anxiété. Ça, c'est évident, on le sait. Mais, et donc forcément, si on teste et qu'on dit tiens, on va faire je sais pas, de l'acupuncture contre les douleurs de dos, le patient qui va avoir sa séance, il ira mieux que celui qui a rien du tout. Oui, bon, et après, est-ce que c'est mieux que d'autres techniques? C'est-à-dire que si l'ostéopathe il fait mieux que de pas avoir de traitement du tout, d'accord, mais est-ce que si je vais voir ma masseuse thaïlandaise, ça fait la même chose ou pas? On ne sait pas. On le sait pas. C'est-à-dire que généralement, ils ne sont pas comparés avec autre chose. Si je veux sortir un nouveau médicament demain, je vais devoir le tester, et je ne vais pas le tester contre un placebo, je vais le tester contre les médicaments qui existent déjà. Et en fait, si on veut tester un traitement, il faut faire ça. C'est-à-dire que la plupart des maladies ont un traitement. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir une maladie où il n'y a absolument pas de traitement, ce qui est rarissime, il y a des traitements qui existent, et donc il faudrait tester par rapport à ces traitements qui existent, et c'est jamais fait. Donc que ce soit la sophrologie, l'ostéopathie, quand il y a des études qui existent, ils testent contre rien du tout. Et en fait, on en revient à ce qu'on disait au début, toute la difficulté de pouvoir mettre en place des études avec des méthodologies qui sont carrées, avec des bonnes méthodologies qui du coup vont effectivement venir tester face à des protocoles qui sont des thérapies qui ont déjà été validées. Et ça, c'est extrêmement compliqué, c'est très coûteux, et surtout quand on a du coup de l'argent public qui part dans d'autres protocoles. Alors là, on a bien parlé des risques. Est-ce qu'il y a quand même des bénéfices à ces thérapies alternatives? On vient d'en parler. C'est-à-dire que rien que par le fait de la relaxation et de l'écoute active, on a des effets. C'est-à-dire que si je prends l'acupuncture pour un sujet que je connais bien, l'acupuncture dans la douleur, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un patient qui a, par exemple, des douleurs lombaires et qui va voir un acupuncteur, il va mieux que s'il n'y était pas allé du tout. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un bénéfice. La question, c'est plutôt de savoir à quoi est dû ce bénéfice. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a rééquilibré la circulation du chi, ou est-ce qu'il y a autre chose? Mais oui, il y a un bénéfice, et c'est justement pour ça que ça a eu du succès. C'est que les patients, ils s'y retrouvent d'une manière ou d'une autre. Mon patient qui va aller voir un sophrologue, il ira mieux à la fin parce qu'il a fait effectivement des techniques de relaxation et que pendant 45 minutes, il s'est senti écouté et qu'il y a toute l'alliance thérapeutique qui s'est mise en place. Donc ça marche, c'est de la médecine. Oui. Non, mais... alors, pour la blague, oui. La nuance, c'est que ce qui va être de la médecine, c'est le traitement le plus efficace pour une indication donnée. Ça, là, on ne sait pas. C'est-à-dire que si jamais, je prends l'acupuncture, on dit le patient à qui on ne fait pas de traitement, c'est-à-dire on dit débrouille-toi avec ta douleur de dos, il va moins bien que celui à qui on a fait de l'acupuncture. D'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait mieux? Et en fait, souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que souvent, il y a d'autres traitements qui vont être aussi efficaces, voire plus efficaces. Et dans ces cas-là, faire de l'acupuncture, s'il y a quelque chose de mieux qui est disponible, c'est une perte de chance. Et donc, ce n'est pas une bonne indication.
C'est ça, parce que moi je ne sais pas si mon patient il va voir le sophrologue. En fait, potentiellement, le sophrologue il ne va pas être en capacité de se dire ah bah oui, mais en fait ce patient-là il a peut-être un trouble dépressif chronique auquel il va falloir que je mette en place un vrai protocole qui ne va pas être un protocole basé uniquement sur de la dépression, parce qu'il va falloir aller après taper sur les pensées dysfonctionnelles, aller taper ensuite sur un changement comportemental, etc. Parce que c'est une prise en charge complexe et multiple. Et ça, le sophrologue, il ne le fera pas. Non, et c'est effectivement une perte de chance. C'est évident que de toute façon, ces pratiques sont des pratiques, enfin en tout cas, moi c'est mon opinion, c'est pas du tout que ces pratiques, si elles existent, elles doivent être encadrées. Elles doivent être encadrées par des professionnels de santé formés, avec des gens qui connaissent la littérature scientifique, qui connaissent les risques, et ça, c'est évident, et qui puissent justement le faire en disant ben voilà, moi je ne traiterai pas ça, donc il faut aller voir quelqu'un. Et c'est vers ça qu'il faut aller, puisque finalement je pense qu'on n'arrivera pas à interdire ces trucs-là. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à les interdire non plus. Et je voulais juste dire un truc par rapport à ce que vous avez dit, qui s'appelle l'effet contextuel, ou on peut étendre ça à l'effet placebo. Ce qui est intéressant, alors si vous ne lisez pas de littérature scientifique, ne commencez pas à le faire, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est quand même intéressant quand on lit des études contre placebo, surtout contre placebo, c'est que souvent, quand même, dans les études, l'effet placebo, sur le critère de jugement principal. Donc, le critère de jugement principal dans une étude, c'est le critère qu'on va regarder pour savoir si notre médicament, par exemple, fonctionne par rapport à un placebo. On veut qu'il y ait 20% de différence par rapport au placebo. Eh bien, des fois, il y a 20% de différence par rapport à un placebo, mais dans la douleur, par exemple, il y a des études où on voit que le placebo a atteint un certain niveau de succès sur ce critère de jugement principal, ce qui veut dire que vous allez gagner par rapport au placebo, mais le placebo lui-même fait déjà quelque chose. Et donc ça, c'est important parce que ça, c'est pas négligeable. C'est pas quand vous êtes contre placebo, vous n'êtes pas contre rien. Vous n'êtes pas contre un truc qui ne fait rien. Et donc l'effet placebo fait partie du traitement. Il fait partie du traitement. Surtout quand c'est pour traiter des symptômes et notamment des choses qui sont un peu subjectives. La douleur. Pas pour un cancer. Non, là dans le cancer, effectivement, c'est plus difficile, mais en tout cas, vous avez des gens qui vont rentrer en rémission sans traitement, ça arrive parfois. C'est très très rare, c'est extrêmement rare. Il faut savoir dans quel contexte on parle. Exactement. Non, mais bien sûr, je généralise pas du tout. Et vous imaginez bien que c'est pas du tout comme ça qu'il faut imaginer le cancer en disant ouais, une chance sur deux, je vais m'en sortir. Pas du tout. Mais ça se voit, mais c'est beaucoup moins palpable qu'effectivement un placebo dans la douleur ou dans des symptômes qui sont plus suggestifs. Et donc, c'est pour ça que ces thérapies-là, dans ces indications-là, qui sont des indications de douleur ou de troubles anxieux, je ne vais pas aller dans ce sujet, je ne suis pas spécialiste, mais je veux dire, dans ces symptômes qui sont plus patient-centrés, vont garder un intérêt, même si on peut éventuellement trouver des trucs qui soient plus efficaces et plus codifiés. Dans ce cas, il faut orienter les patients vers ça. Mais que par contre, dans d'autres, moi dans mon domaine par exemple, on ne fera pas d'acupuncture pour enlever les humeurs accumulées par l'insuffisance rénale. Ça marche. Non, c'est pas une accumulation d'humeurs, ça c'est la médecine hippocratique. c'est une mauvaise circulation du chi. Ah pardon. Ouais, voilà aussi. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, alors je ne sais plus comment tu le disais, mais il y a dans ces pratiques tout un décorum dont on sait qu'il est inutile. Et en fait, là, on disait il y a une efficacité. Donc, sur l'acupuncture, dans certaines indications, il y a une efficacité qui est réelle, qui est concrète, qui est mesurable. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter l'acupuncture en tant que théorie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte que les fondements de ça ne sont pas réels, c'est-à-dire que, je vous disais, la mauvaise circulation du chi, mais on n'a aucune preuve de l'existence du chi, des méridiens, des points. Si vous venez demain à ma conférence, je vous en parlerai. Et donc, quand on regarde dans le détail, il y a des études qui le font, puisque moi je me suis aussi intéressé à l'acupuncture parce que c'est une des pratiques qui est le plus étudiée, il y a le plus de littérature scientifique, beaucoup plus que l'homéopathie même. On se rend compte que donc, quand quelqu'un va voir l'acupuncteur, il va mieux que s'il n'était pas allé. D'accord. Par contre, on se rend compte que si l'acupuncteur fait un traitement qui est individualisé selon la pratique traditionnelle, ça ne fait pas mieux que si on utilise des points standardisés qui ne sont pas liés au patient. Et puis on se rend compte que, en fait, même si on pique en dehors des points, l'effet il est toujours le même. Puis on se rend compte que si on ne pique pas, l'effet il est le même. Et donc là, on commence à toucher du doigt quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un effet, il est réel, il n'y a pas à tortiller, il y a un effet, mais manifestement, il n'est pas lié
à l'acupuncture. Il n'est même pas lié au fait qu'il y ait des aiguilles, puisque dans les études, quand on utilise des aiguilles placebo, ça existe. C'est pas extrêmement fiable, mais ça existe. On se rend compte que si on ne pique pas, les résultats sont quasiment les mêmes que si on pique. Donc, on peut abandonner éventuellement toute la théorie d'acupuncture. On se dit d'accord, il y a un effet, mais il n'est pas lié à la théorie de la circulation du chi, il n'est même pas lié aux aiguilles. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui reste, qu'est-ce qu'on en fait? D'où vient l'effet? Qu'est-ce qui fait que dans cette séance d'acupuncture, si les aiguilles n'ont pas d'effet, qu'est-ce qui a un effet? Et comment on peut l'exploiter? Et comment on peut l'optimiser? Parce qu'on a des effets, mais peut-être qu'on peut faire encore mieux, d'une manière ou d'une autre, que ce que les acupuncteurs, les sophrologues font. Peut-être qu'on peut faire encore mieux, mais pour faire mieux, il faut arriver à saisir précisément ce qui est efficace dans cette pratique. Je pense que c'est une belle conclusion. On va peut-être prendre quelques questions. On a 6 minutes s'il y a des questions, beaucoup de questions. Hop. Je crois que la première était là-bas. Hop. Bonjour, j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit. Je me suis intéressé un peu au traitement de certaines maladies d'ordre psychique, notamment à l'hôpital de Montpellier psychiatrique. Ils avaient mis en place des équipes multidisciplinaires. Et quand je vous écoute, vous avez parlé tout à l'heure de compléments. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que, par exemple, un sophrologue avec un cancérologue peuvent travailler en symbiose et pour pouvoir... Le but, c'est d'améliorer le suivi du patient et d'apporter un bien-être. À mon sens, un psychologue peut tout à fait faire l'affaire. Parce que le psychologue, ces outils-là, c'est des outils thérapeutiques qui sont maîtrisés par les psychologues. La question, c'est pas tant est-ce qu'on pourrait, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas mieux? C'est-à-dire que, oui, probablement qu'un sophrologue peut le faire, mais si on peut faire mieux avec un psychologue... Puisque le psychologue aura tout l'aspect théorique au niveau de la compréhension de la psychologie, tous les risques de décompensation, etc. Tout ça, il le connaît, il le maîtrise. Et donc, pour moi, le fait d'avoir un psychologue dans une équipe, c'est justement, ça évite la perte de chance pour le patient par rapport au fait d'avoir un sophrologue. Et juste, tout à l'heure, on n'a pas évoqué la question de pourquoi les patients vont voir ces thérapies. Et je pense que la nature ayant horreur du vide, le temps médical étant contingenté, de plus en plus standardisé sur des protocoles probablement un peu moins humanisés, voilà, on va dire ça comme ça, eh bien, ces gens vont se retourner vers des gens qui sont à leur écoute, qui vont aller les écouter, juste, qui vont prendre du temps pour eux, que ce soit pour leur faire 1 heure de plantage d'aiguilles ou les faire s'imaginer sous une cascade en Thaïlande. Et du coup... Et finalement, c'est ça, la complémentarité, c'est redonner du temps. Est-ce que ce temps, il doit être pris par un sophrologue ou par un psychologue clinicien? Et là, on va toucher, est-ce qu'il ne faut pas juste engager plus de psychologues cliniciens à l'hôpital? Est-ce qu'il ne faut pas engager plus de personnel pour avoir plus de temps pour faire des consultations? Parce que moi, quand je vous disais tout à l'heure que je prends un patient et qu'on regarde ensemble tous les composés qu'il y a dans sa médecine avec les plantes, dans une demi-heure de consultation, c'est évidemment du retard sur toute ma consultation. Et donc finalement, c'est un temps... Ce qu'il faut donner, c'est du temps finalement aux gens. Et on n'aura peut-être pas besoin d'aller voir un sophrologue ou des trucs comme ça. Je ne dis pas qu'on va arrêter ces professions, mais voilà. Il faut que j'arrête de parler. Du coup, je me tais. Bonjour, 2 questions brèves. Qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Et ensuite, est-ce qu'on fait de la médecine chinoise en Chine? 2 très bonnes questions auxquelles je répondrai demain. Mais les Chinois en Chine, ils ont aussi des protocoles evidence-based, notamment là, dans l'infarctus du myocarde. Les protocoles de prise en charge sont les protocoles standardisés des sociétés internationales de cardio, l'angioplastie coronaire, le traitement post-chinois. Enfin, ils font pas que de la médecine chinoise, ils font de la médecine. J'ai fait un podcast avec le projet Utopia sur la question de est-ce que ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce que ça veut dire fonctionner. Projet Utopia, l'épisode est sorti récemment. Bonjour, Daria, psychiatre. J'ai été très d'accord avec Gladys sur pas mal de choses que tu as pu dire. D'un point de vue psychiatrique et du point de vue des patients qu'on reçoit à l'hôpital, énormément de ces patients sont victimes de ces pseudomédecines. Énormément de ces patients atterrissent dans des dérives sectaires. Je me pose la question, par rapport à ce que tu disais, Nance, de faire enseigner, sensibiliser, je ne sais pas comment tu l'as formulé, je sais que le CUMIC travaille là-dessus, toutes ces pseudosciences à la fac et à l'hôpital public.
Personnellement, je suis absolument pas certaine que ce soit une bonne idée. Je pense que les moyens qui pourraient être mis là-dedans pourraient être mis pour recruter plus de psychologues dans les CMP de secteur, par exemple. Voilà, je pense que c'est vraiment dangereux. Je pense que c'est plus le travail d'un anthropologue à la limite. Mais est-ce que ça doit rentrer à la faculté de médecine ? En fait, la question, c'est vraiment de donner, à un moment donné, l'existence de ces trucs-là. Juste une information. C'est ça. Ouais. Moi, je te rejoins complètement. En fait, je pense qu'il faut juste que les gens que les professionnels aient au moins l'info pour que quand ils reçoivent l'info de la part de leurs patients, ça tombe pas comme ça et qu'on ne sache pas de quoi on parle et qu'il n'y ait pas un mouvement de rejet aussi de la part des professionnels. Mais du coup, là, je le rejoins à ce niveau-là pour qu'on soit au moins sensibilisés et que ça ne nous tombe pas à se dire waouh, c'est quoi ça ? Il faut avoir les connaissances pour connaître, mais pas pour pratiquer. Alors, je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre plus de questions parce que là, on va être hors timing. S'il y a d'autres questions, je vous invite à aller les poser à l'extérieur. On va faire sortir nos 3 magnifiques intervenants sur la question de faut-il enseigner les médecines alternatives à l'université. On a un superbe débat demain avec Nance sur la question. Donc, voilà. Et donc, pour les questions, ce sera à l'extérieur. Merci beaucoup.